Yannick Jadot, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat écologiste à l'élection présidentielle. L'actualité de la guerre en Ukraine est en train de tout envahir et elle rejoint plusieurs sujets au cœur de votre campagne. La question nucléaire, le gaz russe, le changement de modèle économique. D'abord, votre regard général sur cette guerre qui devient tellement brutale. Vous avez 54 ans, c'est la génération de la chute du mur de Berlin. On pensait que la guerre était loin. Quel sentiment cela procure pour vous ? Vous avez raison, ça procure un sentiment de grande instabilité en fait. On avait l'impression que la démocratie en Europe, c'était linéaire et que ça n'allait que dans le sens du progrès. On avait l'impression que la paix était acquise sur le sol européen. Et on voit à quel point finalement tout ça est bousculé aujourd'hui, bousculé par au fond un nouvel ordre mondial que tente d'imposer un certain nombre de puissances. Nouvel ordre qui vise à allier un capitalisme le plus sauvage avec la dictature, avec des régimes illibéraux, peu importe comment on les qualifie, mais au fond, il y a une réduction des libertés. Et puis le grand sujet, c'est l'accaparement des ressources. Est-ce que vous craignez un engrenage nucléaire ? Quand vous regardez le fil des événements, est-ce que vous le craignez ? On a eu trois actions majeures de Vladimir Poutine. Un, lui-même a évoqué le fait qu'il était doté de l'arme nucléaire. La France aussi. La France aussi, mais en réponse. Donc lui-même, y compris en rompant avec ce qui est la pratique classique de la dissuasion nucléaire, qui est au fond de ne pas l'évoquer. Mais il dit bien, à travers cette menace, que l'Ukraine, c'est un intérêt vital russe, et donc que l'Ukraine a vocation à être dans la Russie. Et puis, il y a la question de Tchernobyl, évidemment. Des décennies après l'accident de Tchernobyl, c'est toujours une bombe à radioactivité. Et il a bombardé une centrale nucléaire. Donc sans effet. Pour l'instant, sans effet. Sans effet. Mais il a bombardé une centrale nucléaire. On voit bien le message qui est envoyé. Est-ce que ça n'est pas le démenti de tout ce en quoi vous avez cru pendant tant d'années ? On va en parler tout à l'heure de votre parcours antinucléaire. On voit à quel point ça reste la question cruciale. Avoir l'arme nucléaire, c'est central. Les États qui l'ont, les États qui ne l'ont pas. Oui, mais vous savez qu'on est dans la même période, en négociation sur l'accord nucléaire iranien. Ce que je veux dire, c'est que toute cette période nous montre l'instabilité des régimes politiques, l'instabilité du monde, et aujourd'hui une prolifération qui pourrait bénéficier à des groupes terroristes. Donc, toute la perspective de relancer des dynamiques multilatérales sur le désarmement nucléaire est un impératif. Trump était sorti d'un certain nombre d'accords avec la Russie, qui visaient à baisser le nombre d'armements, mais il nous faut relancer ça. Mais incontestablement aujourd'hui, pour que ce soit compris, il faut que ce soit multilatéral. Il ne peut pas y avoir une initiative crédible de désarmement unilatéral, notamment au niveau de la France. Je pense que les citoyens ne le comprendraient pas. Comment faire cesser les bombardements ? C'est l'urgence quand on voit ce qui se passe notamment à Mariupol aujourd'hui encore. Les Ukrainiens ont une demande très précise, c'est la no-fly zone. Empêcher les avions russes de voler dans le ciel de l'Ukraine. Est-ce que vous y êtes favorable ? Non, malheureusement non. J'aimerais y être favorable au sens où, effectivement, les populations civiles sont bombardées. On le voit, les crimes de guerre se multiplient presque chaque jour. La difficulté de satisfaire cette demande, c'est que ça veut dire envoyer l'aviation de l'OTAN. Donc ça veut dire en fait que des pays dotés de l'arme nucléaire entrent en guerre contre la Russie dotés de l'arme nucléaire. Donc à partir du moment, c'est le seul moyen d'empêcher vraiment les bombardements. Ça, tout le monde peut bien voir. Oui, en partie oui, sauf que comme on ne va pas entrer en guerre contre la Russie, ça veut dire qu'il faut faire tout le reste. Tout le reste, ça veut dire quoi ? Effectivement, armer la résistance ukrainienne. Moi, j'entends beaucoup prétendre avoir des discours de paix sur ce qui est en train de se passer. Les discours de paix qui consistent à laisser la résistance ukrainienne seule, c'est accepter les bombardements, la terreur, et au fond, lâcher les Ukrainiens qui résistent face à l'agression militaire russe. Donc, ça veut dire, par exemple, des batteries antiaériennes.
pour effectivement se défendre par rapport à l'agression russe. Est-ce que le pacifisme est fini? Vous étiez dans le milieu d'une mouvance où très longtemps, on a dit, ça rime en allemand, hein, libéraux, Talstot, mieux vaut être rouge que mort, on disait surtout on va diminuer l'armement. Est-ce qu'au contraire c'est le moment de réarmer? C'est pas forcément le moment de réarmer, au sens où faire beaucoup plus en matière d'armement. C'est le moment pour l'Europe d'avoir une vraie politique de défense. On a eu, historiquement, après la Seconde Guerre mondiale, avec l'OTAN, le parapluie américain. Déjà, de manière beaucoup plus polie, Barack Obama avait réduit le parapluie américain. Trump l'a fait de manière grossière, comme il sait le faire. Mais au fond, la réalité, c'est que Obama l'avait déjà fait. Pour l'instant, ça reste, le parapluie américain est quand même ce qui domine en Europe. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut en sortir. Je ne dis pas qu'il faut en sortir aujourd'hui. Mais on avait déjà vu avec la Syrie, quand Bachar el-Assad, soutenu par Vladimir Poutine, armé par Vladimir Poutine, avait bombardé les populations civiles, Barack Obama avait considéré que ça n'était plus sa responsabilité d'intervenir dans notre voisinage. Donc, pour être très clair, vous êtes pour rester dans le commandement. On reste dans bah oui, quitte à être dans l'OTAN, autant être dans le commandement, parce que sinon, au fond, c'est y être sans responsabilité. Mais en revanche, il nous faut construire cette grande politique européenne de la défense. Et il va falloir achètent des avions américains. Vous avez parfaitement raison. C'est toute l'ambiguïté. C'est Ah. toute l'ambiguïté de la politique européenne de défense aujourd'hui. C'est que si on n'a pas un agenda politique puissant qui s'appuie aussi sur une industrie d'armement européenne, effectivement, on aura toujours quelque chose qui n'aura ni efficacité ni signal politique fort. Yannick Jadot, pardon, est-ce que c'est pas un signal complètement contraire à tout ce que vous dites? Vous avez raison. Les Allemands qui lâchent 100 milliards d'un coup. Et leur premier acte fort, c'est d'acheter des avions américains. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, les États-Unis sont présents en Allemagne, que l'arme nucléaire américaine en Europe est considérée par les États-Unis uniquement transportable par des avions américains. Donc il nous faut construire l'accord politique qui nous permet de changer. Mais pourquoi ils font ça d'après vous? Pourquoi les Allemands font ça? C'est théoriquement les partenaires. Il faut toujours se souvenir que 60% des ventes d'armes des États-Unis sont en Europe. On a toujours l'impression que vous savez combien aux États-Unis la politique militaire et l'industrie de l'armement sont intimement liées. Donc ils font une pression considérable. Mais à nous, moi ce que je propose dans la séquence qui vient, c'est d'avoir une union franco-allemande au cœur de l'Europe. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on voit bien que sur le climat, sur la question sociale, sur la question de la fiscalité et sur la question évidemment de la politique de défense, il nous faut une avant-garde européenne qui nous permette de peser. Donc moi, le contrat que je proposerai à l'Allemagne, c'est qu'effectivement, nous soyons beaucoup plus forts ensemble pour porter un grand projet européen avec la politique de défense. Vous avez été militant anti-nucléaire, civil et un peu militaire. Quand vous pénétrez, à quel âge vous avez quand vous êtes à Greenpeace? Écoutez, c'était de 2002 à 2008. Je pense que j'ai 40 ans. Vous pénétrez dans une zone militaire protégée. Vous avez été condamné pour ça, parce que vous militiez contre le transport de certaines matières nucléaires en contravention. Non, parce que effectivement, il nous faut aujourd'hui, l'enjeu de la menace sur l'humanité, de la menace nucléaire sur l'humanité, n'a pas baissé, elle s'est plutôt accrue. Donc moi, je continue à militer, encore une fois, pour que la France, notamment avec la Grande-Bretagne, même si la Grande-Bretagne n'est plus dans l'Union européenne, mais on peut avoir des intérêts stratégiques convergents, nous évitions la menace majeure sur l'humanité, qui est un pays doté avec un dirigeant qui fait n'importe quoi, ou un groupe terroriste qui se dote de l'arme nucléaire. La guerre accélère aussi le débat sur l'énergie. Ça reste crucial, on se rend compte dans chaque guerre, encore aujourd'hui. Est-ce que ça n'est pas un terrible contre-argument à tout ce que vous avez défendu ces derniers mois, ces dernières années? L'Allemagne, qui s'est voulu le bon élève qu'il est en matière d'énergie renouvelable, mais qui a tellement besoin du gaz russe. Mais au contraire, qu'est-ce que ça dit, cette guerre? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'en fait, les seules énergies de paix sont les énergies renouvelables. J'ai parlé du risque nucléaire civil en Ukraine. Dans un monde idéal, oui, mais on n'y est pas. Attendez. Les Allemands, ils font tout. D'accord, attendez, on y arrive. J'arrive sur votre question.
C'est quoi notre nucléaire civil aujourd'hui? Il dépend à 50% pour son approvisionnement en uranium. On est 8 à 9 000 tonnes d'uranium importé dans notre pays chaque année. On dépend de l'ex-URSS. Donc, de pays comme le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, qui sont sous tutelle russe. On a aujourd'hui, dans notre pays, avec un parc nucléaire vieillissant, on doit importer beaucoup d'électricité de l'Europe, parce que notre parc est vieillissant. Et on a effectivement, mais vous savez, dans la campagne en Allemagne, quand Annalena Baerbock, la candidate des Verts, elle était la seule à vouloir fermer Nord Stream 2, le pipeline de gaz russe vers directement en Europe. Alors que les sociaux ont revu leur copie. Les Allemands qui disent le gaz russe est essentiel pour nous dans les circonstances. Mais parce que si vous voulez, il y a eu de fait pendant des années, et nous n'étions pas au gouvernement en Allemagne. Il y a eu une collusion et une complaisance vis-à-vis de la Russie et du gaz russe. Gerhard Schröder, qui est le symbole, le grand leader de la social-démocratie allemande dans ces dernières décennies, qui est totalement pieds et mains liés avec Poutine et Gazprom. On a eu des projets. Vous vous rendez compte, le ministre de l'économie allemand, Robert Habeck, avec qui je discutais il y a quelques jours, il m'expliquait que la moitié des réserves de gaz en Allemagne sont gérées par Gazprom. Vous vous rendez compte dans quel niveau de dépendance ils se sont installés? Et les Verts ont été les seuls, au niveau européen, dans le débat européen sur les énergies, à dire non, le gaz n'est pas une énergie verte. On était les seuls. Et tous les autres disaient si, c'est génial le gaz. Vous ne faites pas la preuve que le modèle français est meilleur, avec, on le voit aujourd'hui, quand même une souveraineté qui est beaucoup plus grande grâce au nucléaire. La question n'est pas, au fond, la question c'est qu'est-ce qu'on fait demain? On a, je l'ai dit... Et demain, c'est encore loin. Non, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Allez, si vous voulez vous jouer sur les mots, on fait aujourd'hui. Là, c'est quand même répondre à la Russie qui est la menace du moment. Je suis d'accord. Moi, ce que je dis, c'est il faut l'embargo. Il faut l'embargo sur le gaz et le pétrole russe. Parce qu'on parlait, en tout début d'entretien, de qu'est-ce qu'on peut faire pour les Ukrainiens aujourd'hui. On a déjà, depuis le début de la guerre, depuis le 24 février, on a dû alimenter les recettes russes de 14-15 milliards d'euros d'achat de gaz et de pétrole. C'est-à-dire que nous donnons, depuis le début de la guerre, tellement d'argent à Poutine qu'il peut faire sa guerre pendant des années. D'accord, mais comment faire donc, embargo. Donc ça veut dire... Soyons très précis, oui. On se prive complètement du gaz russe. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons réduire nos importations de gaz russe. J'arrive. Ça veut dire qu'en fait, on doit réduire notre consommation de gaz d'ici l'hiver prochain de 10 à 15%. C'est ça que ça veut dire. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai proposé un paquet qui vise, à avoir un acheteur unique de gaz en Europe. C'est quoi notre logiciel? C'est de mettre le paquet sur les énergies renouvelables et les économies d'énergie. Les économies d'énergie, c'est bon pour le pouvoir d'achat. Les renouvelables, c'est notre seule souveraineté énergétique. Le vent, l'eau, le soleil, la chaleur du sol, l'hydraulique, la mer, tout ça, ça ne dépend pas de Poutine, ça ne dépend que de la nature. Je préfère dépendre du vent, du soleil, de l'eau que de Poutine ou des pétromonarchies du Golfe. Yannick Jadot. Quelle est notre position par rapport aux puissances? On voit la puissance de l'OTAN, celle de la Russie. Comment est-ce que vous définissez la France dans ce jeu-là? Elle est non alignée, elle devrait être non alignée? Non, parce qu'aujourd'hui, ceux qui portent le non-alignement de la France, au fond, ce sont ceux qui capitulent par rapport à ces puissances-là. Vous voyez bien, il y a des candidates et des candidats... Donc on est franchement dans le camp atlantiste? Non. Alors dans lequel? Non. Dans le camp européen, j'y viens. Tout seul. Tous ceux qui disent, au fond, on faut être non-aligné dans cette guerre. Au fond, être non-aligné entre les victimes ukrainiennes et la barbarie russe, c'est choisir la barbarie russe. Jean-Luc Mélenchon vous a cherché sur Twitter ces dernières heures. D'accord, mais vous voyez bien qu'en fait, lui, son non-alignement, au fond, c'est on se lave les mains de ce qui se passe en Ukraine. D'ailleurs, ça fait des années qu'il considère que l'Ukraine devrait rentrer dans le giron russe. Donc il est cohérent. Ce non-alignement, c'est accepter
que les Ukrainiennes et les Ukrainiens perdent leur liberté, perdent la démocratie Si on vous suit, au détriment de leur vie. logique Il dit la même chose. Quelle est la logique profonde de Jean-Luc Mélenchon par rapport à la Russie, d'après vous? Je pense que ce qu'il dit depuis longtemps. Vous savez, quand vous vous souvenez, quand les Russes bombardaient les populations civiles à Alep et en Russie et en Syrie, il disait Poutine est en train de régler le problème syrien. Vous vous souvenez que quand il y a l'annexion de la Crimée, qui est la première guerre de la Russie menée sur le sol ukrainien, il disait c'est normal que la Crimée rentre dans le giron. Il utilisait les mêmes termes d'ailleurs que Poutine aujourd'hui. En Ukraine, c'est des néo-nazis. Et au fond, l'Ukraine a vocation à disparaître. Donc il est totalement cohérent. Ça veut dire, il porte une responsabilité selon vous, Jean-Luc Mélenchon? Non, il ne porte pas une responsabilité, parce que je pense que Poutine ne définit pas sa stratégie par rapport à Jean-Luc Mélenchon. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu beaucoup de complaisance des dirigeants politiques français, et que, écoutez, voilà, c'est pas faire injure à Jean-Luc Mélenchon que de considérer qu'il n'a pas voté la reconnaissance, y compris du génocide ouïghour. Là aussi, il est non aligné entre les Ouïghours victimes d'un génocide et le Parti communiste chinois. C'est sa position. Mais pourquoi ce non-alignement-là est une capitulation? Parce qu'au fond, elle se fait, y compris en retrait par rapport à l'Union européenne. Le projet de Jean-Luc Mélenchon, c'est quoi sur l'Union européenne? C'est ce qu'on appelle le opt-out. Le opt-out, ça veut dire quoi? Parce que ça a l'air très techno, on a l'impression qu'en fait, il ne veut plus sortir de l'Union européenne. C'est de dire, chaque pays choisit les sujets sur lesquels il ne veut pas d'Europe. Donc lui, il dit, moi, je ne veux pas la politique de défense, il y a d'autres choses. Vous imaginez bien que chaque pays qui choisit les sujets sur lesquels il ne veut pas être européen, quand il y aura 27 pays qui auront choisi, à la fin, on n'aura pas grand-chose à manger au niveau européen. Donc au fond, c'est l'effacement, l'affaissement de l'Union européenne. Yannick Jadot, les idées écologistes que vous portez, elles sont très partagées. On voit, il y a des écologistes aujourd'hui, évidemment, chez Anne Hidalgo, chez Jean-Luc Mélenchon. Il y avait beaucoup d'espoir quand on se souvient de votre score aux européennes. Là, on végète à 5%, 5,5%, 5% d'après le dernier sondage roulant. C'est décevant. On n'est pas. Vous savez, moi je viens de Picardie. Dans mon pays, on dit c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Vous voyez bien le niveau d'incertitude, d'inquiétude, de colère dans notre pays. Mais il y a aussi beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme dans notre pays. Allez, est-ce qu'il y a pas une désillusion quand même? Pardon. On verra à la fin. Il y a quelques-unes de magazines où on vous voyait déjà président. C'est vrai, après les européennes, il y a eu un effet waouh. Après, non, vous savez, j'ai jamais dit que cette campagne, ça allait être un boulevard. L'écologie n'a jamais dirigé ce pays. Donc il y a un questionnement, il y a un doute sur la capacité des écologistes. Étonnamment, quand on voit l'état, après la pandémie, de l'hôpital public, de l'école, quand on voit la vulnérabilité de notre économie, quand on voit ce que dit cette guerre et les problèmes que ça génère, par exemple, sur le pouvoir d'achat, en termes d'inaction. Les écologistes, c'est travailler sur le logement, l'accès au logement, comme sur les conditions, par exemple, du chauffage. C'est traiter l'ensemble des crises pour éviter qu'elles adviennent. C'est les anticiper. On est les seuls à faire ça. Les seuls à faire ça. J'espère que dans cette campagne, il nous reste quelques semaines, les Françaises et les Français constateront qu'on n'a pas simplement eu raison sur le diagnostic, mais qu'on est les seuls à porter vraiment les bonnes solutions. Yannick Jadot, merci. Rendez-vous 10 avril. Merci beaucoup.